Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Ce sont les 10 débats des 10 futurs députés que vous allez élire pour l'Assemblée nationale dans moins de 15 jours. Et nous allons commencer, trancher dans le vif du sujet, par cette circonscription qui va s'afficher sur cet écran. On parle de ville, de campagne. On va afficher cette circonscription pour bien la comprendre. Les communes d'Annecy-Nord-Ouest, Annecy-le-Vieux, Rumilly, Thoranglières. La population, elle est importante, 195 000 habitants, quasiment 200 000. Le député sortant, vous le connaissez bien, Annabelle André, parce que vous étiez en l'occurrence sa suppléante, Bernard Accoyer. Ce n'est pas n'importe quelle circonscription, c'est grâce à cette circonscription qu'il s'est retrouvé président de l'Assemblée nationale. Et c'est pas rien. Le député, vous le connaissez, les sénateurs, ils sont 3. On reparle à la sénatoriale, bien sûr, à l'automne prochain. Ma première question, elle est pour vous, Monsieur Ancrenat, mais auparavant, vous allez voir la liste des autres personnes qui ne sont pas sur ce plateau. On le regrette, on aurait aimé bien sûr avoir l'ensemble des candidats sur ce plateau, mais vous voyez, il n'y a que 4 places. 8 Mont-Blanc fait l'effort de faire ces débats et malheureusement, eh bien, nous ne pouvons pas accueillir tous ces candidats. Mais voilà, je vous laisse vraiment le temps de lire toutes les personnes pour qui vous allez pouvoir voter. Ça sera donc les 11 et 18 juin prochains dans cette première circonscription de Haute-Savoie. Ma première question, Monsieur Ancrenat, merci d'être avec nous. François Ancrenat, vous êtes candidat pour Debout la France. On vous connaissait auparavant comme étant une des têtes du Front National. Vous êtes bien dans cette étiquette-là? Oui, aujourd'hui, je représente Debout la France sur la première circonscription de Haute-Savoie. Qu'est-ce qui vous diffère de Madame Brigitte Audubert, qui est donc candidate Front National? Écoutez, c'est deux partis différents, clairement et simplement. Pourtant, vous étiez Front National avant. J'ai eu été Front National que j'ai quitté. Aujourd'hui, je représente Debout la France et le parti de Nicolas Dupont-Aignan, en tant que secrétaire départemental aussi. Les différences, elles sont... Vous êtes un Front National light? Light. Je ne crois pas spécialement light dans mes idées. J'ai quitté le Front National, vous le savez pourquoi, puisque ça a été couvert par la presse locale et spécialement par les journaux. Aujourd'hui, je représente Debout la France avec un programme spécifique, être dans l'opposition par rapport à ce que Emmanuel Macron... C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien. On pensait à l'issue de ce rassemblement entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, on s'attendait à avoir un seul et même candidat, Madame Brigitte Thierry Audubert. Est-ce que vous regrettez la candidature de Monsieur François Ancrenat de Debout la France? Je n'ai pas bien compris votre question. En quoi je peux regretter sa candidature? Pourquoi vous ne faites pas candidature unique, quoi? Vous avez les mêmes ça, idées, vous avez été les uns à côté des autres aux élections présidentielles. Donc pourquoi 2 candidats? Alors vous partagez à peu près les mêmes idées, semble-t-il. Alors écoutez, je peux répondre personnellement, parce qu'après, je ne sais pas ce que va penser M. Ancrenat. Moi, je pense quand même que c'est une union, une association qui s'est faite sur le tard. On a été assez surpris, bien qu'il y ait des points communs, bien sûr. Mais il y a eu aussi des divergences qui ont été l'Europe et l'euro. Et je pense que ça a perdu un peu, voire beaucoup, le débat qui a eu lieu entre M. Macron et Marine Le Pen, qui s'est un peu perdu avec ça. Et je pense qu'elle aurait dû rester sur ses décisions fermement. Quant aux autres points communs, ils sont nombreux, ça c'est sûr, avec Debout la France. Ça, je me sens D'accord, on va en assez parler dans proche quelques d'eux. instants. Je vais présenter Christophe Poncet qui est avec nous, du Parti Socialiste. Bonsoir. Jamais gagnable, une circonscription en Haute-Savoie? Bon, il y a eu un précédent, mais c'est ancien, et à l'époque, il y avait un peu de proportionnel à l'Assemblée nationale. Ouais. Voilà. Vous serez à jamais Maintenant, le challenger? Écoutez, c'est l'avenir qui le dira. Annabelle André Laurent, merci d'être avec Bonsoir. nous. Alors c'est vrai, vous êtes candidate dans cette grande étiquette UDI jusqu'au LR. Si vous êtes élu demain, vous allez faire quoi? Agir, travailler tout de suite, comme je le fais déjà avec mes mandats conseillère régionale et maire adjoint au sport, engagé sur le territoire. Donc, bien évidemment, travailler sur les dossiers pour pouvoir porter les réformes dont notre pays a besoin. Je ne suis pas la suppléante de Bernard Accoyer. C'était juste Actuellement, petite. d'accord. Vous avez longtemps travaillé avec lui. J'ai longtemps Vous êtes pas la travaillé sortante. avec lui, en tout cas sur les dossiers et sur le territoire aussi de l'agglomération d'Annecy. Mais voilà, je ne suis pas sa suppléante. Alors, demain matin, vous êtes élus les uns et les autres. Votre vie va peut-être changer. Par exemple, M. François Ancrenat, vous êtes élu demain député à Paris. Vous allez habiter Paris. Vous allez employer qui pour travailler avec vous? On a beaucoup parlé des conditions de vie d'un député. C'est vrai que la moralisation de la vie politique a vraiment besoin d'être changée. Moi, je pense que
Vous faites quoi dans la vie, vous, par exemple? Moi, je suis ingénieur dans l'informatique. Voilà, je travaille spécialement là-dedans. Donc, c'est vrai que je changerai de vie s'il y a besoin. C'est pas vraiment un problème. C'est déjà des choses auxquelles j'ai pensé et discuté. Vous y pensez? Oui, fortement. Voilà, c'est une possibilité. Et demain, si je deviens député, je pense qu'en tant qu'assistant parlementaire, j'élargirai mon spectre et je donnerai la chance à des gens de me faire des propositions. Justement, j'ai envie d'être beaucoup plus rassembleur et dans un cadre beaucoup plus ouvert que de rester dans un parti. C'est-à-dire que j'offrirais peut-être la chance à des jeunes. Il y a tellement de jeunes qui ont besoin de travail, d'être représentants à mes côtés, de la Haute-Savoie, de la première circonscription. Est-ce que c'est possible, Christophe Poncet, de s'entourer de jeunes, peut-être pas forcément très formés à la chose publique? L'Assemblée, c'est compliqué, il y a des commissions, il y a des lois, il y a aussi des anciens qui vont peut-être être réélus et qui vont faire un peu les ténors, quoi. Ils connaissent les clés de la maison, ils connaissent comment monter un dossier. Donc c'est bien beau de faire venir des jeunes, mais est-ce qu'ils auront la main sur les dossiers? Bon, clairement, il faut que le relais se passe. Hein. C'est un petit peu comme la Maxi Race qui s'est déroulée samedi. C'est un travail d'équipe. Il faut que les relais se fassent entre les générations. Il faut savoir aussi, je pense, passer le relais, comme l'a fait par exemple Jean Boutry à Cringevrier, en temps utile. Oui, mais là, c'est un député au bon moment. À Paris, oui, mais avec des organisations, c'est vrai. avec aussi un parisianisme de cette chambre qui s'appelle l'Assemblée nationale. C'est vrai, mais c'est pas que c'est l'Assemblée nationale, donc c'est l'Assemblée de tous les Français, de toutes les catégories de Français. C'est pas un parisianisme. Et je crois que cette démocratie citoyenne que les électeurs appellent maintenant de leur vœu, on le voit à travers la multitude des candidatures. Hein. Il y a une réelle volonté, un besoin de démocratie citoyenne. Pourquoi sont-ils tous candidats? Il y a à peu près plus de 20% de plus de candidats qu'à la dernière fois. C'est 7700 candidats contre 6000. Madame Brigitte Thierry-Audubert, pourquoi sont-ils tous candidats? Pour gagner de l'argent. Clairement, un député gagnera à peu près sur un mois 11 000 euros si on multiplie, en tout cas si on ajoute l'indemnité parlementaire et les frais de représentation, c'est quasiment 12 000 euros. C'est pour ça? Alors personnellement, votre interrogation m'étonne parce qu'en fait, s'il y en a autant, c'est certainement pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour comprendre. C'est plutôt bien payé? Ah, c'est très bien payé. Alors là, je ne dirais pas le contraire. J'ai jamais été payée aussi et autant. C'est un rêve pour vous? Pendant toute Pas du tout. Je ne suis absolument pas attirée par l'argent. Actuellement, je peux vous dire, ma vie professionnelle est bien faite et bien réussie, je pense. J'ai touché à pas mal de domaines. Mais maintenant, j'ai du temps pour penser aussi aux autres. Et je pense que ce qui va prendre le pas sur l'argent, comme vous dites, c'est que toutes ces personnes ont pris conscience qu'elles étaient un relais par rapport aux gens de notre circonscription, de nos circonscriptions en ce qui concerne tous les députés. C'est un relais avec le gouvernement. Car le rôle du député est quand même bien de voter des lois, certes, mais qui sont le reflet de ce que les habitants veulent, et aussi de faire exécuter ce que le gouvernement a promis de faire. Alors, je vous pose la question, Annabelle André-Laurent. 11 000 euros, c'est à peu près ce que vous gagnerez si vous étiez élu député dans 15 jours. Vous allez vous entourer de qui pour travailler? Écoutez, moi je viens du monde de l'entreprise, alors je n'ai pas pour habitude de recruter avant qu'il y ait un poste qui soit à pourvoir. Donc on verra comment ça se passera à ce moment-là, mais laissez-moi d'ailleurs d'abord gagner les élections et après je Oui, mais vous comprenez bien, dans votre cas, qui plus est avec l'affaire François Fillon, il y a eu ces questions très clairement, et pareil pour le Front National, d'emploi de personnes proches dans les cabinets ou en l'occurrence en tant qu'attaché parlementaire. Vous pensez bien qu'on va regarder à la loupe ces collaborateurs des Républicains? Alors la moralisation de la vie politique n'est pas une nouveauté non plus. Hein. C'est ce qu'on a mis en place aussi au niveau de la région. On a bien évidemment tous signé une charte de déontologie, d'éthique. Ça a bien marché. On a déjà donné notre casier judiciaire, donc c'est pas une grande révolution et une nouveauté. Je l'ai déjà fait pour ma part et je continuerai à m'engager pour la moralisation de la vie politique et la transparence, bien évidemment. Donc vous êtes tous d'accord? Sur ce point-là, on est obligé. Sur la transparence, oui, on a envie que les choses soient claires. Effectivement, on veut sortir de cette espèce d'imbroglio financier. À chaque fois, il y a encore un candidat là, qui est ministre, dont une affaire ressort. C'est vraiment... Qui? Citez-le, s'il vous plaît. Monsieur Richard. Oui. Alors, on ne marche pas là aujourd'hui, mais je vous pose la question, Christophe Poncet, est-ce que c'est la mort des partis politiques? Parce qu'il faut quand même le rappeler, lorsque vous êtes député, il y a une partie généralement de l'indemnité qui va aussi au financement des partis. On le sait, si le PS ne fait pas 60 députés, ils n'auront pas un groupe plein à l'Assemblée nationale, ce qui peut poser problème aussi pour la formation politique du Parti socialiste. Oui, mais alors attendez, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est vrai qu'il y a en 2 mots, il y a 30 millions à répartir entre les partis politiques, au prorata des voix. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de partis, y a 18 et c'est au prorata des voix.
c'est le financement des partis politiques, c'est très bien comme ça, parce que, étant donné que les financements privés, au-delà de 7 500 € sont interdits, l'État finance, la République finance les formations politiques. C'est très bien comme ça, il y a des règles, tout le monde les connaît, sont respectées. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que, moi, à titre personnel, moi, je souhaite la réussite du quinquennat, je souhaite la réussite du président de la République. Je crois qu'entre le programme d'Emmanuel Macron et puis celui des socialistes, il y a des dossiers sur lesquels on peut travailler en commun. Et donc, il faut qu'on travaille en commun sur ces dossiers pour que les réformes se fassent. Voilà un peu ma position par rapport à ça, et je tenais à le dire. Et quand vous dites les réformes, ça veut dire que vous allez soutenir le détricotage de la loi travail, la CSG à 2%? Là, il me semble que vous caricaturez un petit peu. Pour vous répondre là-dessus, donc, il est question d'ordonnances. La question maintenant, précisément, avant qu'il y ait un vote sur les ordonnances, ça va être qu'est-ce qu'il y aura dans le périmètre de ces ordonnances. On le sait déjà. Ah non, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas de manière détaillée. Il y a une idée, on sait évidemment, qu'on va parler il y a salaires. beaucoup d'élus socialistes qui font partie de la majorité. Il y en a un certain nombre. Il y en a un certain nombre. Vers une europisation des salaires, d'ailleurs, comme vous avez pu vers le bas. remarquer, il y a un candidat En Marche sur la circonscription et il y a moi. Donc, moi, je positionne en tant que candidat du Parti socialiste. Pourquoi vous n'êtes pas désisté au profit du candidat d'En Marche? Pourquoi j'aurais dû le faire? Je ne sais pas, c'est vu que c'est votre famille politique et que vous avez l'air d'être très copain avec eux. Non. Attendez. Vous avez, en tout cas, c'est ce que vous avez dit, vous montrez une proximité d'idées, pourquoi pas? Non, je vous dis. Ça peut être tout à fait non, et respectable. je pense qu'ici, vous pourriez tenir le même discours. Pour tout le monde. Quand on n'est pas en désaccord sur tout. On n'est pas en désaccord sur tout. Et quand il y a des sujets, et moi, c'est comme ça que j'entends le faire, et je pense que c'est ce qu'attendent les Français, quand il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, on doit travailler ensemble, c'est ce qu'on doit aux Français. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je ne vois pas ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Voyons. Moi, je suis en train de penser à la loi travail, notamment, qui a été mise en place par le Parti socialiste. Sincèrement, là, ça va être décuplé, puissance 10. Ça va établir une espèce de rivalité entre les salariés, rivalité entre les entreprises. Là, vraiment, le programme va être difficile à tenir, à mon avis. Alors, moi, je vais vous répondre par rapport à ça. Il y a 2 points essentiels dans le quinquennat. Par exemple, c'est le compte personnel d'activité. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Il s'agit d'attacher les droits de formation aux individus. C'est ce qui permet de conduire de manière sécurisée une carrière professionnelle. C'est une espèce de sécurité sociale professionnelle. C'est ce qui permet d'avoir accès à la formation tout au long de sa vie, de changer d'emploi. Ça, il faut, et moi je tiens à ce qu'on poursuive cette politique. Et il y a aussi, de manière emblématique, bien sûr, il faut continuer à défendre ses acquis et à poursuivre les réformes. C'est le sens d'une candidature socialiste, et ce n'est pas la même chose qu'une candidature En fait, vous espérez qu'En Marche soit un peu un gouvernement Hollande bis. Voilà. C'est ce qu'il est déjà. C'est une question. Non, c'est une question. Vous répondez ou pas? Oui, non, j'attends pas ça du tout. Parce que Hollande bis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Emmanuel Macron qui est président de la République. Vous voyez bien, c'est rien à voir. François Ancrenat, en quoi ce que dit à l'instant Christophe Poncet est-il vraiment différent de ce qu'on entend d'En Marche ou des autres partis? Parce qu'on ne va pas parler d'En Marche, ils ne sont pas là aujourd'hui. Voilà, je vais être très honnête. Vous êtes d'accord avec la loi travail, le détricotage? Moi, je sais que l'Union européenne fait directement ou indirectement un dumping social déloyal. Les SMIC bruts en Europe, moi j'ai une petite fiche qui peut expliquer aux gens ce qui va se passer dans les quelques années. C'est que on a des pays qui vivent avec des gens qui ont des SMIC à 366 € dans l'Union européenne. Comment voulez-vous qu'on lutte, nous, quand on a un SMIC à 1530 € brut? Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va tout faire pour pouvoir régater au niveau européen, mais on ne va pas aller vers le haut, on va aller vers le bas, on va tricoter. La loi travail, on va permettre aux gens, aux entreprises. Écoutez, moi, on va pas refaire le débat des présidentielles. Mais c'est le même. Il y a eu un vote. Ça peut être un texte sur lequel vous pourriez être amené à prononcer. On va voter un texte qui va quand même. Les Français ont choisi de refuser l'isolement. Ils ont choisi que la France réinvestisse l'Europe pour un projet cohérent avec des progrès sociaux. Donc je ne vais pas refaire le débat. Justement, vous allez à l'envers de ce que vous dites, puisqu'on va pas vers le progrès social. On va vers le détricotage des progrès sociaux qu'on a eu depuis 50 ans. Oui, mais vous êtes dans la polémique, donc moi je ne souhaite pas qu'on polémique trop longtemps. Ah bon, d'accord. Dans ce cas-là, il ne faut pas débattre. Annabelle André-Laurent, un texte sur la loi travail, tout le monde en a parlé, donc pourquoi pas, qui va dans le sens des entreprises, ça pourrait plutôt plaire à la droite. Donc est-ce que vous seriez prête à voter ce texte d'Emmanuel Macron si vous étiez élu député? Alors en l'amendant, bien évidemment, puisque par exemple dans le programme de En Marche, on ne parle pas des 35 heures, ou en tout cas pas de négociation entreprise ou branche-branche. Il ne va pas assez loin que l'on voit aujourd'hui. Donc nous portons le retour sur les 35 heures avec des négociations entreprises.
En tout cas, on voudrait valoriser la compétitivité du travail, valoriser le travail et que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Donc vous incitez Emmanuel Macron à aller encore plus loin, de défiscalisation quitte à avoir des des gens dans la rue, parce supplémentaires. qu'on sait que ça va coincer à un moment ou à un autre. Mais il y a un moment, il faut qu'on puisse valoriser, que les gens puissent travailler correctement. Et c'est aussi le pouvoir d'achat. Lorsqu'on défiscalise les heures supplémentaires, ça permet d'avoir du pouvoir d'achat, ça permet de valoriser ceux qui travaillent. Il faut qu'on se positionne sur des questions comme ça. L'impôt sur les sociétés à 25%, quand on voit effectivement l'Europe qui est une vraie réussite humaine, parce qu'il ne faut pas oublier comment l'Europe s'est construite. C'est aussi une vraie réussite humaine après la Seconde Guerre mondiale pour éviter les conflits. En ça réussit plutôt bien. Après, effectivement, il y a des soucis économiques et de fiscalité. Il faut peut-être une Europe économique et après une Europe diplomatique. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse valoriser le travail des Français, valoriser le travail des agriculteurs et continuer à encourager la notion de travail, que ceux qui travaillent chaque jour, je suis désolée, gagnent plus. Mais en tout cas, vous admettez à demi-mot que Emmanuel Macron est plutôt dans le bon sens. On entend plein de gens dans la rue qui nous disent « Écoutez, finalement, Macron tente quelque chose, pourquoi pas lui donner ses chances ?» C'est ce qu'on entend dans la rue. Peut-être que les personnes ne lisent pas le programme. Ceci dit, pour avoir le programme d'En Marche, c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'il veut faire. Oui. On n'a pas beaucoup d'informations quand même, ni de procédures, ni comment il va... Brigitte Thiroux-Dubert pour le Front National. Alors moi, je dirais que là, je suis très, très, très surprise d'avoir appris que déjà, Emmanuel Macron a créé une entente, on va dire une entente provisoire pour le CETA, c'est-à-dire les échanges Canada-Europe. Donc on parlait des agriculteurs, on parlait des Français, on parlait du travail. Là, le Parlement n'est pas encore installé, l'Assemblée nationale non plus. Déjà, c'est fait, vous voyez, dans notre dos. Déjà, c'est fait. Alors, c'est provisoire, bien sûr. Mais là, on va à la perte de notre pouvoir d'achat, c'est sûr. Annabelle André, vous voulez répondre? Vous êtes pro-européenne. Ces traités ont force de loi. Article 55 de la Constitution. Les traités internationaux, Europe ou pas Europe, s'appliquent directement dans le droit français. Donc, finalement... l'Assemblée, c'est un peu une chambre d'enregistrement. Mais non, alors déjà, effectivement, il faut le temps des législatives et voir qui va avoir une majorité et comment on va pouvoir avoir une majorité au Parlement. Donc, effectivement, je pense que les décisions actuelles ne seront pas définitives. Après, à nous, quand même, nous sommes dans un marché qui est mondial, il ne faut pas se cacher les choses. Mais à nous aussi de valoriser nos produits, nos productions, de faire en sorte que les charges sociales, et c'est pour ça qu'on veut agir sur la fiscalité des entreprises plus compétitives. Et rendre les entreprises plus compétitives. Est-ce que vous n'êtes pas en train aujourd'hui de vendre quelque chose qui sera totalement irréalisable? Aujourd'hui, on le sait, la France est, et en tout cas en marche, sans faire de jeu de mots, sur beaucoup de questions internationales. Et ce n'est pas l'élection qui va changer quoi que ce soit. Il y a aujourd'hui des tas de traités qui nous lient, bilatéraux, multilatéraux. Donc voilà, aujourd'hui, la logique est lancée. On va rester là-dedans. La logique, elle doit aller vers le mieux, pas vers le moins bien. La logique, comme on l'applique en Haute-Savoie, où on a 80 000 frontaliers, on voit donc 80 000 personnes qui traversent la frontière pour aller travailler dans un pays qui a une TVA bien plus basse et dont on est fier, puisqu'on estime... Mais ce pays, il n'est ni dans l'Europe, ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, et ça fonctionne très bien. Il a su se protéger, il a su créer une différence, une compétitivité, et la compétitivité, elle se gère. On n'est pas obligatoirement de jeter les uns contre les autres. On peut. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'Europe. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'Europe. C'est pas évident aujourd'hui de dire que Debout la France ne stigmatise pas certains types de comportements. On l'a bien vu. Socialement, à faire des coupes sombres dans certains budgets, on l'a bien vu. Écoutez, sur la protection sociale notamment. Je pense pas que Nicolas Dupont-Aignan est un... Si vous connaissez mieux le projet que moi, je suis d'accord, mais à partir de là... la question. Non, moi j'estime que Nicolas Dupont-Aignan, son projet n'est pas de sortir de l'Europe et de reconstruire une Europe qui protège les peuples et qui ne jette pas les peuples. Donc c'est faire une différence entre les gens. Mais il y aura toujours une différence. Donc vous admettez qu'il ne traite pas tout le monde à égalité. Donc vous allez dans mon sens. Non, pas du tout, je ne vais pas dans votre sens. S'il y a 1400 millions de Chinois aujourd'hui, nous sommes 65 millions. Comment voulez-vous qu'on soit compétitif si on ne se protège pas sur certains marchés? On se retourne devant cette carte numérique donc, de cette circonscription pour bien comprendre les enjeux aussi localement. Vous serez également les députés d'un territoire. Anne-Sylvieux, Remilly, Thoranglières. On a un territoire qui est fait de villes, de périphéries et de zones rurales. Si vous êtes députés les uns les autres, par quel type de territoire vous allez axer votre programme et surtout les premières mesures concrètes? La ville, la périurbanité, la zone rurale. C'est un fil rouge pendant ma campagne, c'est que je fais tout pour qu'il y ait plus de liens justement entre les campagnes et les villes. Et à dessein, je le dis dans cet ordre-là, vous voyez, ça vient un petit peu contrarier l'ordre habituel. Donc campagne et ville.
parce qu'il faut effectivement retrouver une dynamique. Concrète. On voit bien que cette zone périurbaine, ça ne marche pas. C'est là qu'il y a un vote contestataire très important. Parce que les urbanistes, parce que les plans d'occupation des sols ont changé, parce qu'il y a aussi une rareté de foncier pour nos différents agriculteurs. On fait quoi pour ces zones périurbaines qui sont à cheval entre les métropoles et la campagne ou la montagne? Oui, alors il y a les zones périurbaines et puis il y a aussi quand même toutes les zones rurales pour lesquelles, par exemple, l'accès par exemple au débit, c'est vital pour relocaliser. Ça serait votre claim, ça? Par exemple. Au moins c'est du concret, voilà. Donc vous allez, pourquoi pas, dire que vous allez défendre tout projet de numérique pour toutes ces vallées que l'on voit là. C'est indispensable. Une mesure pour vous? Moi, ce serait plutôt l'urbanisation, faire très attention dans les zones rurales, justement, à densifier les zones qui sont déjà construites, où il y a des dents creuses, des espaces un petit peu à construire, justement, et éviter... Donc Brigitte Thierry-Audubert pour le Front National, vous seriez prête, pourquoi pas, à faire un moratoire des plans d'occupation des sols pour densifier? Densifier l'intérieur du village, éviter justement que les zones vertes et les zones agricoles soient construites. Oui, vous avez tout à fait raison, mais oui, mais enfin, ça va très très vite entre Vieux-Gy, Quintal, où je suis conseillère municipale. Je peux vous dire que les constructions vous êtes concernée, c'est en plein cœur. Je suis très concernée, oui. Donc, en fait, ce que je voudrais, c'est que les agriculteurs gardent leurs terres agricoles. En plus, on est dans un parc régional des Bauges. Donc là, il y a quand même, bien sûr, à respecter un cahier des charges. Mais vous ne pensez pas qu'il faut aller plus loin que simplement le SCOT, c'est-à-dire donner les moyens aux communes, par exemple, de racheter du foncier pour maintenir du pâturage, par exemple? Racheter du foncier, tout à fait, dans l'intérieur d'un village ou d'un bourg, et laisser justement éviter que toutes les personnes qui ont envie de construire à droite, à gauche, à l'extérieur, ce soit justement des constructions dilapider le foncier, dilapidées pour que les agriculteurs puissent travailler. Un ministre des Républicains, même s'il se sent aujourd'hui proche d'Emmanuel Macron, c'est évidemment Jean-Louis Borloo qui a eu l'idée il y a quelques années de faire la fameuse maison à 100 000 € pour rendre tout le monde propriétaire. Seul problème, chez nous, le foncier ne coûte pas du tout 100 000 €. C'est aussi à cause de ce type de mesures que l'on a vu prospérer toutes ces zones périurbaines pas toujours très bien construites et qui ont dilapidé aussi notre foncier. Mais il faut bien évidemment densifier le foncier, il faut préserver le foncier agricole, bien évidemment. Une mesure précise. Une mesure, 1 € pour le périurbain ou l'urbain, 1 € pour la ruralité. On a des territoires ruraux qui sont extraordinaires, qu'il faut bien évidemment préserver. C'est la vie locale de nos territoires, c'est la vie locale de nos villages, c'est le développement économique, c'est les transports, ce sont les infrastructures, c'est les services publics. J'allais dire sous forme de boutade, 60 millions pour le Il faut l'équilibre du territoire, bien évidemment. On a un territoire, vous l'avez vu, avec plusieurs cantons, une population qui est bien répartie. Répondez peut-être à développement économique, bien évidemment. L'argent, il ne tombe pas du ciel. Il y a d'autres projets, comme notamment le Palais des Congrès, qui va prendre des lignes budgétaires. Alors, vous faites quoi? Qui est parti de l'EPCI d'Annecy. Donc, ce n'est pas une compétence du député. Mais bien évidemment, Centre des Congrès, j'ai un œil, bien évidemment. C'est un dossier brûlant. Le tourisme, c'est 9% du PIB globalement de la région. Et la Haute-Savoie est la locomotive développement touristique. Donc, si vous êtes demain député, vous allez encore plus porter ce dossier. Bien évidemment, toutes les infrastructures qui peuvent permettre du développement touristique et économique, c'est 170 000 emplois non délocalisables. Donc je suis pour l'emploi, pour la valorisation de l'emploi et pour la création d'emplois sur notre territoire qui est indispensable. Brigitte Thierry-Audubert, si vous êtes députée, qu'est-ce que vous allez faire de ce centre des congrès? Vous allez essayer d'arranger les choses ou plutôt coincer le dossier? Si je suis députée, déjà, je me plierai à ce que la Cour des comptes aura décidé. Parce que la Cour des comptes pèse le pour et le contre sur ce que ça va rapporter et ce que ça va coûter. En ce qui concerne cette construction, c'est déjà sur un lieu où il y a des marécages. Votre position, précisément. Alors, ma position est contre, de toute façon, aujourd'hui. Il n'y a qu'en France 2 centres des congrès qui tournent vraiment. 2 en France. Donc ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien Christophe actuellement. Poncet, votre position. Vous êtes demain élu député, notamment d'Annecy-le-Vieux, où il y aura le futur centre des congrès. Je souhaite qu'on arrête les frais et j'aimerais bien que les responsables de ce projet disent, voilà, on a fait une bêtise. Et vous proposez quoi à la place? Vous proposez quoi à la place? Il y a un marché du film, il y a un festival du film international. Vous proposez quoi à la place? À la place, rien. On est sur le littoral. Il propose que les gens partent faire du tourisme ailleurs, en fait. C'est pas du tourisme, pas des congrès. Non, mais attendez, il y a la place. Il faut peut-être faire des installations, mais il faut quand même respecter la loi littorale. Le littoral. C'est indispensable. Mais la loi littorale... Voilà, l'emplacement n'est pas bon. Que voulez que je vous dise? François C'est ce que les Annéciens vous disent. Si vous ne voulez pas les entendre, ma foi, on continue. Vous allez faire quoi sur ce dossier-là? Mais je sais pas, je comprends pas trop. Je crois qu'en tant que député, on vote des lois à l'Assemblée. Vous avez aussi un œil sur les. Vous avez un œil aussi sur les dossiers locaux. Quel pouvoir? Vous rencontrez le préfet, vous rencontrez les élus, vous faites de la médiation sociale entre les élus. On va peut-être vous expliquer aussi comment ça fonctionne un député. Non, je crois pas.
Alors, vous faites quoi? Alors moi, ce que je fais, c'est que je relocalise ce palais des congrès. Et comme on a parlé, M. Poncet, la loi littorale protège nos abords, donc je le mets ailleurs, un peu plus loin. Mais je le garde, comme vous l'avez dit, il faut continuer certainement à créer des emplois. Mais il ne va pas là, il n'a pas à être ici, ce palais des congrès. Donc j'estime que... La loi littorale. Oui, non mais écoutez, Annecy, c'est un diamant qui n'a pas longtemps qu'il est français, donc il faut le respecter. Et je crois qu'on va un peu trop loin dans tout ce qui est immobilier aujourd'hui. On a certaines verrues qui ont poussé au bord des collines en ce moment. Il serait bien quand même de prendre des décisions pragmatique, et nous allons conclure, intelligente pour avoir une ville et une région correctement urbanisée. Je rappelle que c'est quasiment la dernière parole publique de Bernard Bosson, c'était pour défendre la littorale. Je vais vous demander donc maintenant, vous êtes à l'égalité de temps de parole, vous avez 30 secondes face caméra, la caméra qui est face à vous, s'il vous plaît, Annabelle André-Laurent pour Les Républicains. Pourquoi faut-il voter pour vous? Vous regardez la caméra face à vous. Pourquoi faut-il voter pour moi? Parce que déjà, je viens du monde de l'entreprise, donc je sais ce qu'est le travail, le sens de l'effort. Parce que je suis aussi une élue locale de proximité qui connaît mes dossiers et qui travaille au quotidien pour l'intérêt général. Merci beaucoup. La parole à François Ancrenat. Vous êtes candidat pour le mouvement Debout la France. Vous avez 30 secondes sur cette caméra-là. Oui, donc, écoutez, il faut voter pour moi parce que je serai le premier défenseur de l'emploi, du tourisme, des transports. Je lutterai contre la pollution localement. Et aussi, je m'investirai pour les nouvelles technologies, car j'estime qu'il faut que nos jeunes aient un avenir et dans le développement, quel qu'il soit. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes troisième à vous exprimer pour le Parti socialiste. Christophe Poncet, pourquoi faut-il voter pour vous les 11 et 18 juin prochains? Écoutez, parce qu'on propose un programme cohérent pour toutes les catégories de Français. Et qu'on défendra en particulier les intérêts de long terme des Français, l'intérêt global, l'intérêt général, à travers la défense de l'environnement, un programme respectueux de l'écologie, du commerce international équitable et une démocratie participative. Merci beaucoup. Madame Brigitte Thierry-Audubert du Front National, pourquoi faut-il voter pour vous pour les prochains jours, enfin en l'occurrence pour ces élections législatives? Je demande qu'on vote pour moi pour la raison qui est la suivante. Je suis une femme d'expérience, de terrain. J'ai beaucoup travaillé dans le social, dans le commerce, dans le médical et je suis à l'écoute de toutes les personnes qui s'adressent à moi-même quand je pars sur les marchés, quand je vais à leur rencontre. Et je veux être absolument la transition entre ces personnes de notre circonscription, les Hauts-Savoyards donc, et ces gouvernements, jusqu'à maintenant, de droite et de gauche, qui ont toujours fait la même politique à peu près. Et je voudrais enfin qu'il y ait des représentants du Front National en nombre correct. Voilà, alors votez pour moi. Merci beaucoup, Madame Brigitte Thierry-Audubert. On regarde une dernière fois la liste de tous les candidats de cette circonscription. Donc vous êtes très nombreux. Vous savez qu'on aurait mis un débat avec vous tous. Malheureusement, il n'y a que 4 places. Voilà, donc je vous laisse regarder la liste intégrale de tous les candidats pour cette première circonscription. Nous continuons à faire le tour sur 8 Mont-Blanc de l'ensemble des 10 circonscriptions jusqu'au premier tour. N'oubliez pas, évidemment, d'aller voter ou faire vos procurations si vous partez en vacances.